Ebenezer, jusqu'ici. Vous suivez la fréquence communautaire, la radio-télévision Ebenezer, la 89.6. Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu. Il est nécessaire que la province de la Tchopo se dote d'un fonds pour la riposte contre le VIH-Sida. Le chiffre de malades qui souffrent de cette maladie dite du siècle sont très alarmants. La radio-télévision Ebenezer vous convie aujourd'hui à réfléchir sur ce que représente la maladie du VIH-Sida dans notre province. L'émission Notre Santé, depuis le studio bleu José Deschartes Menga, parle de ce qui s'est dit lors de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. C'était à la cour de la mairie de Kisangani le 27 décembre 2024. Cette année, la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida est célébrée autour du thème « Les droits humains au centre et la communauté à la tête », assorti du thème international « Suivons le chemin de droit ». Jeanne Ogna et Bienfait Bassila vous présentent le chiffre et les propositions avancées au cours de cette célébration sur les ondes de votre fréquence communautaire 89.6 FM. Le coordonnateur provincial de la lutte contre la maladie du VIH-Sida évoque le chiffre interpellateur, signe qui témoigne, Dr Olinda, le manque de l'engagement de notre pays. Situation qui pousse ce médecin à proposer quelques pistes des actions à même de faire changer la tendance en matière de la lutte contre le VIH-Sida. Chaque 1er décembre de l'année, la communauté internationale commémore la Journée mondiale du sida, qui est à sa 36e édition. Cette commémoration, c'était pour penser à ceux-là qui portent le virus et ceux-là qui nous ont quittés, qui sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos camarades d'école. Ils nous ont quittés. C'est parce que il n'y a que ce virus-là qui est allé, qui a diminué la résistance de leur organisme et les a laissés en proie des microbes. Et ils ont porté les infections opportunistes qui les a emportés. Et aujourd'hui, on les appelle les défunts. Ici, ça nous donne l'occasion de plonger, de méditer sur ce que nous avons fait pour soutenir nos frères, sœurs et parents, amis et collègues atteints par le VIH et qui vivent avec, les membres des familles des victimes qui en sont affectés, car nous savons que cette maladie a endeuillé beaucoup de nos familles et personne ici ne pourra dire qu'elle n'a pas été affectée, soit directement, soit indirectement. Et personne ici ne pourra dire qu'elle n'est pas concernée par la lutte contre le VIH, car nombreux, nous sommes ici. Nous ne sommes pas fait dépister et nous ne connaissons pas notre statut. Nous sommes des séro-ignorants. Peut-être c'est par peur d'être identifiés comme tels ou c'est par négligence. Cette journée nous donne l'occasion de réfléchir et de voir où en sommes-nous après autant d'années de lutte. C'est depuis 1983 que la République démocratique du Congo mène la lutte contre le sida. Et c'est depuis 2001 que les ARV sont introduits. Donc nous avons nos partenaires qui sont venus nous appuyer. Et c'est depuis 2004 que la province de la Tchopo a commencé à donner les antirétroviraux à ses premiers malades. Où en sommes-nous? En mai de l'année dernière, de cette année-ci, le secrétaire exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, et il a fait savoir que notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les pays non classés pour la lutte. C'est-à-dire parmi les pays qui n'ont pas atteint les objectifs assignés et sont loin de répondre au rendez-vous de l'élimination d'ici à l'an 2030. Et d'ajouter, je cite, « Il faut changer la donne, il faut changer les paradigmes. Et il faut que les bénéficiaires parlent. Ces bénéficiaires sont les parents, les communautaires et les personnes atteintes. Il faut que ces personnes parlent.
La directrice pays de l'ONU-SIDA a interpellé chacun des participants, activistes de la lutte, par ses réflexions à travers les questionnements suivants. Quels résultats nous allons livrer, nous qui menons la lutte? Nous, communautaires, nous dirigeants, quels sont les résultats que nous allons mener, nous allons présenter? Deuxièmement, de quoi avons-nous plus besoin pour l'atteinte des résultats? Troisième, sommes-nous en train de mettre en œuvre la lutte? Tout le monde doit mener la lutte. Est-ce que nous sommes en train de mener la lutte? Tel que nous agissons aujourd'hui, est-ce que ça nous permet d'atteindre les résultats? La communication, la transmission des messages. Est-ce que nous communiquons de façon efficace? Que ces gens sortent, que les PVV sortent de la clandestinité, que nous, qui ne sommes pas encore fait tester, que nous puissions nous faire dépister. Est-ce que nous communiquons efficacement? Elle a fini par exhorter à tous d'utiliser efficacement les ressources. Une façon de nous poser cette question, utilisons-nous efficacement les ressources mises à notre disposition pour la lutte? Les partenaires donnent de l'argent. Quels les résultats? D'ici peu, l'UNICEF va nous quitter. Pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question? Cette question ici est à la base de ce départ. Est-ce que nous utilisons efficacement les ressources qui sont mises à notre disposition pour la lutte contre les maladies et ici pour la lutte contre le VIH? Nous aurons à avancer quelques raisons et formuler quelques orientations pour changer la donne. Si notre pays n'a pas été classé, c'est que la province orientale, la province de la Chopo n'a pas été classée. La Chopo n'a pas atteint ses résultats, malgré l'autosatisfaction que nous avons. Quand vous voyez les posters qui sont là, oui, mais que vous verrez que les indicateurs sont au rouge. Peut-être serons-nous parmi les provinces qui tirent le pays vers le bas en termes de résultats, malgré les efforts fournis et les sentiments d'autosatisfaction, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Cela peut être lu sur les posters affichés. 42% de la population de la province sont théoriquement couverts par les activités de la lutte contre le VIH-Sida. Donc nous n'atteignons pas encore toute la population de la province. La séropositivité du VIH pour le dépistage général, suivant les données de janvier à septembre 2024, est de 2,7%. Nous sommes au-delà de 1%, de moins de 1% demandé pour parler de l'élimination. Ça veut dire que le VIH est en train d'encore de circuler dans la province. Et seulement 88% sont mis sous ARV. Les problèmes de disponibilité, les problèmes d'acceptation, d'adhérence au traitement, ça aussi est un problème. Pour la PTM, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est ça le socle de la lutte. Quand nos parents, nos femmes qui sont séropositives, mettent au monde des enfants sans VIH, nous pouvons maintenant prétendre à l'élimination. Parce qu'il y aura des enfants sans VIH. Mais tant que nous n'avons pas atteint ces femmes-là, il est difficile. Parce que les ARV, c'est un moyen de prévention. Donc, nous n'avons atteint pour les 3 trimestres que 19% des femmes enceintes attendues. 19% sur celles qui étaient attendues, les femmes enceintes qui devraient passer dans nos structures. C'est un problème. La séropositivité à la CPN, on dira, elle est à 0,27. Donc on peut dire que nous sommes à l'élimination. Non, nous avons dit que nous n'avons pas atteint les autres. Donc c'est ici, ça cache beaucoup. 86,3% d'enfants nés des mères séropositives ont bénéficié des ARV comme prophylaxie. On n'a pas atteint, mais 100% de ces enfants devraient avoir les ARV. Mais on a parlé de la problématique d'ARV pédiatrique. Et comme plus on a parlé, on n'en trouve pas. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas. Même s'il y en a, les ARV arrivent juste à la péremption. 17% des nourrissons nés des mères adoptives ont été dépistés à la 6e semaine. Nous avons l'obligation de ces enfants qui naissent des parents séropositifs de les tester pour que ces enfants, qu'on les prenne en charge, qui vivent. Nous avons l'expérience. Nous avons des enfants PVV que nous avons suivis,
qui ont fini l'école primaire, secondaire et fini l'université. Comme l'ami d'ECOP Plus venait de dire ici le témoignage. Donc, ils sont là. Ils ont fini l'université. Nous les avons suivis. Et nous voulions que ces enfants qui naissent, même si ils ont le VIH, il faudrait qu'ils arrivent à cela. 85% des PVV connaissent leur statut sérologique et 85% sont sous ARV. Nous sommes loin. Donc, nous sommes encore loin d'atteindre l'élimination. 18%, on a parlé des accès. Non, le laboratoire est là, reçoit les gens. On passe par les services médicaux. C'est les partenaires, donc les prescripteurs qui demandent. La PODI demande pour se faire la charge virale. Parce qu'on doit avoir les statistiques. On a 18% des PVV ont eu accès au dosage de la charge virale. Or, il faudrait 95% de personnes qui sont sous ARV. Même comme ça, ceux qui ont bénéficié, il n'y a que 71% qui ont eu la charge virale supprimée. Parce qu'une personne, quand elle a la charge virale supprimée, ça veut dire que la charge de VIH dans la circulation sanguine est presque nulle. Et cette personne, on peut prétendre ne pas transmettre le VIH à une autre personne. Mais il n'y a que 71%, nous ne sommes pas à 95%. Nous voyons là que tous les indicateurs sont au rouge, malgré les efforts fournis et malgré les améliorations, c'est que les améliorations que nous avons. Plusieurs facteurs concourent à ces résultats non satisfaisants. Le directeur national du programme national de lutte contre le sida et IST, infection sexuellement transmissible, toujours à Lubumbashi, avait épinglé quelques problèmes de couverture. Nous avons dit, nous n'atteignons que 42%. Nous ne couvrons pas toute la population. Et c'est aussi même au niveau pays. Quand vous allez à l'OA, qui s'occupe de la santé des gens? Mais ce sont les A4 qui s'occupent de nos malades. Quand je vais à l'OA, je vais plus loin à l'OA. Si je tombe malade, c'est ces A4-là, les formés sur l'État qui va s'occuper de ma santé. C'est un problème. Il y a l'engagement communautaire. Nous, communauté, est-ce que nous nous engageons? Il y a le problème de l'homosexualité. Les populations clés. Je suis missionnaire. Mais si je laisse ces gens-là pour compte, je laisse aussi les VIH en train de se propager. Nous devons nous occuper d'eux. Nous avons les droits humains. En retenant les droits humains et l'engagement communautaire, cela nous amène au thème de cette 36e journée mondiale du sida qui sont suivant les chemins de droit. Ça, c'est au niveau international. Et pour le national, nous disons les droits humains au centre et les communautaires à la tête. Si les communautaires se mêlent, je crois que nous arriverons loin et nous mènerons bien la lutte. Ces thèmes sont des sujets de dissertation. Et dans les droits humains, il y a le droit à la santé. Et cela cadre avec notre domaine. Notre objectif est d'arriver à l'élimination du sida. L'OMS nous exhorte à défendre le droit à la santé pour combattre les inégalités qui entravent le progrès vers l'élimination du sida. Le droit à la santé est le domaine qui nous permettra de répondre aux préoccupations et questionnements du secrétaire exécutif du PNMLS et de la directrice pays de l'ONU-SIDA. La santé est un droit fondamental garanti à tous. Une préoccupation à la fois individuelle et collective. Le droit à la santé est un droit fondamental de tout être humain, y compris les personnes vivant avec le VIH. Il est un droit global qui implique la prestation des soins et les déterminants de la santé. Du point de vue constitutionnel, le droit à la santé présente deux aspects, la subjectivité et l'objectivité. Donc le droit à la santé est subjectif, donc individuel. Le droit à la santé est aussi objectif, qui doit être réclamé par tout citoyen en cas de violation. C'est ce que les PVV, les personnes vivant avec le VIH et toute autre personne vulnérable réclament. Mais on avait dit ici, les PVV doivent aussi voir le droit. Parce que nous avons ici les PVV qui sortaient de la clandestinité, qui rentrent dans la clandestinité. Parce que les PVV s'autodiscriminent. Quand on s'autodiscrimine, on ne peut pas sortir de la clandestinité. Et on fera tout comme les autres parce qu'on se cache et la propagation va continuer.
lorsqu'on est sorti de la clandestinité et qu'on rentre dans la clandestinité, c'est encore un problème. Où sommes-nous et quelles sont nos responsabilités dans la riposte et envisager les stratégies novatrices pour répondre à l'idée des nouveaux paradigmes. Nouvelle donne pour que la province de la Tchopo soit au rendez-vous des 2030 qui vise l'élimination de l'infection VIH pour qu'elle cesse d'être un problème de santé publique dans notre entité. Ainsi, on commence par quel est le résultat le plus important à livrer? Les résultats les plus importants que nous avons à livrer tous est l'infection évitée. On parle de 0 nouvelle infection. De quoi avons-nous besoin pour avoir les résultats? On a besoin des ressources. Les ressources matérielles. Vous avez les tests, les médicaments, les équipements médicaux, les ressources humaines. On a besoin de personnels qualifiés, formés. Parmi lesquels nous avons des médecins, infirmiers, nutritionnistes, des psychologues, des sociologues, des communicateurs en santé, des informaticiens, les techniciens médicaux et les techniciens de surface, et aussi les communautaires motivés et consciencieux. Et aussi, nous avons besoin des finances, des moyens financiers. Sur 640 ou 680 structures de santé, il n'y a que 255 établissements qui ont intégré des activités de lutte contre le VIH. Vous voyez un peu la proportion. Nous sommes loin. Cependant, parmi ceux-là, il n'y a que 84 qui mènent des activités de la co-infection VIH-tuberculose. Nous devons savoir que l'infection opportuniste qui tue plus nos malades, c'est la tuberculose. Mais pour la co-infection VIH-tuberculose, il n'y a que 84 structures qui prennent les gens en charge. Il y en a qui n'ont pas de PTM, il y a la CPN, mais la prévention ne se fait pas. Les femmes ne sont pas testées. Et aussi la prise en charge, ARV. Il y en a qui testent, mais il n'y a pas d'ARV. On a dit ici, comme Plus a dit, on accompagne quelqu'un. Quand vous voyez le nombre, nous avons presque 14 000 PVV dans la province. Mais on n'a pas de 900 qui étaient suivis. Et les autres. Donc, l'accompagnement psychosocial est suffisant. Le suivi clinique et biologique, c'est des cas de charge virale, n'est pas optimal. Maintenant, la question de savoir notre façon d'agir nous permet-elle d'atteindre les résultats? La discrimination dans les milieux hospitaliers, il y a l'autodiscrimination, nous avons déjà dit ça pour les PVV, et l'autodiscrimination, l'autostigmatisation des PVV par elles-mêmes, qui maintiennent dans la clandestinité et les contraignent à ne pas vivre positivement. L'absence prolongée des prestataires sur terrain. Les médecins, nous les voyons ici promener. Passent le plus du temps ici. Pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de santé. Nous passons à l'intérieur. Quand nous allons en supervision, nous supervisons qui? On ne supervise pas les structures, on supervise les personnes. Mais quand on ne les trouve pas, ça c'est un grand problème. Et l'accompagnement aussi est insuffisant. Et là, nous posons la question, est-ce que adoptons-nous des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, pour le respect des droits à la santé? Existe-t-il des édits réglementant l'exercice de la médecine dans la province? Les mobilités des personnels vers les chefs-lieux. Les agents, pour prendre leur salaire, doivent quitter leur lieu, venir chercher les salaires ici à Kisangani, parce que tout est bancarisé. Et laissant les centres vides, qui va s'occuper des malades? Quand est-ce que nous allons mener ces activités? Il faudrait qu'on arrive à trouver ces solutions. Notre supervision, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que notre supervision est de qualité? Ce sont des questions que nous pouvons poser si nous voulons vraiment atteindre les résultats. Communiquons-nous efficacement? Non. Le volet communication n'est plus appuyé. Les partenaires n'appuient plus ce volet-là. Mais il nous appartient, nous, maintenant, de le faire. Mais la réduction et la suppression des cours sur le VIH dans nos écoles, dans nos universités, ça préjudicie. Et personnellement, j'ai qualifié ça de crime de masse. Les données sont insuffisantes, ou parfois nous fabriquons les données. Et c'est ça qui fait en sorte que le pays n'a pas été classé. Parce qu'on a trouvé des données fabriquées qui ne répondent pas aux réalités. Ce qui est dit de cela, c'est dit aussi de la province de la Tchopo. Après Kinshasa, Lubumbashi, nous sommes le 3e laboratoire qui a des appareils sophistiqués. Depuis PCR, la biologie moléculaire, ça s'est fait. Nous sommes affiliés
aux procédures d'accréditation au niveau international. D'ici peu, les partenaires vont quitter. On parle de la durabilité de la lutte contre le VIH à la période d'après 2030. Ce que nous suggérons comme stratégie novatrice de lutte contre le VIH dans la province de la Tchopo, c'est ce qui suit. On va avec l'approche territoire. Vous savez, tout se concentre au niveau des bourgmestres, au niveau de la société du territoire. Il faut qu'il y ait un agent, un chef de service santé. Ceci va contraindre à ce que les médecins chefs de zone restent chez eux. Et les médecins ne viendront en ville qu'une ou deux fois par an. Deuxièmement, nous suggérons l'examen médical systématique à tous les écoliers, à tous les élèves, à tous les étudiants, enseignants et personnels de ces institutions scolaires et universitaires à chaque rentrée scolaire. Avant de rentrer, il faut qu'ils passent par chose. On en a vu dans d'autres pays. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons entendre les gens, parce que nous les prendrons en charge. Les médicaments sont là, c'est gratuit, on l'a dit. Donc, ce que nous préconisons, c'est cela. Réintégrer les cours de VIH dans les cursus de formation primaire, secondaire et universitaire. La République démocratique du Congo fabrique les antirétroviraux. Pharmakina fabrique les antirétroviraux, mais qui ne sont pas consommés en République démocratique du Congo. C'est consommé par les Burundis. Qu'on fasse la promotion de nos laboratoires pharmaceutiques. Nous avons la FAKI, nous avons travaillé. On doit permettre à la FAKI de fabriquer les antirétroviraux, y compris les Pharmakina. Et qu'est-ce qui empêche que la province, l'ancienne province orientale, nous pouvons aussi mettre sur place un laboratoire pharmaceutique qui fabrique les antirétroviraux et d'autres médicaments qu'on va mettre à la disposition de nos structures. Si nous voulons vraiment aller après 2030, il faudrait que nous puissions faire ça. La relance du dépôt médico-pharmaceutique. Les partenaires, ils doivent suivre les règles du pays. Ils sont venus nous assister, mais pas prendre des décisions à notre endroit. Et en tout, il faut la formation en management de soins de santé primaire. Radio, télévision et Ebenezer. Amour, travail et excellence. 89.6, la fréquence communautaire de développement. Une autre réaction est celle du secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA. Ce dernier déplore le désengagement des organismes internationaux dans cette lutte vitale pour espérer en 2030 une réduction de prévalence du VIH-Sida. Occasion pour ces hauts cadres en matière de la lutte contre le sida de plaider pour la création d'un fonds provincial pour la riposte contre le VIH-Sida. Il est donc essentiel, par voie de conséquence, que nous sachions et nous nous rappelions en tout temps et en tout lieu que nous sommes tous égaux devant le VIH-Sida et donc concernés par ce grand problème de santé publique car nous touchons tous, directement ou indirectement, sans exception aucune. Le VIH-Sida peut être vaincu d'ici à l'horizon 2030 si les droits à la santé de chacun et chacune partout dans notre province sont protégés. De mettre fin à toutes les barrières qui empêchent aux femmes vulnérables, marginalisées et populations clés, les jeunes filles, les minorités, de bénéficier de services complets de prise en charge du VIH, à savoir la communication, les moyens de prévention, le dépistage précoce et régulier, les traitements et soins stables qui y ont fait leur preuve pour supprimer la charge virale, car la stigmatisation et la discrimination entravent dangereusement la lutte contre le VIH-Sida afin de parvenir à l'universalité des soins du VIH et éliminer les obstacles à l'accès à ces soins. 2. De comprendre que tout le monde, à quelque niveau que ce soit, devrait défendre le droit à la santé en s'attaquant aux inégalités qui entravent le progrès vers l'élimination du VIH-Sida. 3. De se mettre à l'évidence que la santé est un droit. 4. Il est possible de réduire le nombre de nouvelles infections, d'avoir des générations futures sans sida, sans VIH-Sida, et enfin assurer une pérennité de la riposte. Chaque personne devrait pouvoir bénéficier des services VIH où et quand elle en a besoin.
Qu'il me soit permis à cette journée, à cette occasion de célébration de la Journée mondiale du sida 2024, de demander à l'autorité provinciale de la riposte et à tous les partenaires internationaux et locaux que nous puissions nous rencontrer dans une réunion technique sous l'autorité du président du conseil provincial multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida pour analyser et proposer des pistes de solutions sur les problématiques suivantes qui constituent de grandes contraintes, de grands défis et problèmes par rapport à la performance de la riposte au VIH-Sida dans la province de la Tchopo. La grande léthargie dans la mise en œuvre du Conseil provincial multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, en sigle CPMLS, qui est un organe de pilotage très stratégique et dont la responsabilité est placée sous l'autorité provinciale. 2. L'absence d'un fonds SIDA provincial. Avec le fonds SIDA, soyons rassurés que la riposte va atteindre un bel élan, un bon niveau, car à travers d'autres problèmes, à travers d'autres provinces du pays, ces fonds existent. Pourquoi ces fonds n'existeraient pas chez nous? 3. Le désengagement de beaucoup de partenaires internationaux et locaux. Ça, c'est vraiment un très grand problème. Et non seulement ça, vous rendez compte, il y a même de partenaires locaux qui se désengagent. 4. La non-mise en place des secteurs avec leur comité sectoriel suivant l'esprit du plan stratégique national de la riposte au VIH-Sida. Le plan stratégique national, c'est une boussole pour la riposte. Dans ce plan, il est prévu de mettre des comités sectoriels. À ce jour, au niveau de notre province, ces comités ne sont pas mis en place. Et ça pose un sérieux problème par rapport, justement, aux atteintes, par rapport aux résultats prévus dans le plan stratégique national. 5. La baisse drastique du niveau de sensibilisation. Ça, c'est vraiment un très grand problème. Je fais nier tous les commentaires de représentants de l'annonce. Il ne peut pas y avoir des grands résultats lorsque le niveau de sensibilisation est au rabais. C'est parmi les ABC de la riposte. À ce jour, cela pose un grand problème. Nos enfants, depuis 2025, connaissent rien sur le VIH-Sida. Ça, c'est vraiment un très grand problème. Nous exhortons toutes les parties prenantes, à quelque niveau que ce soit, à plus de multisectorialité et durabilité pour que le VIH-Sida ne soit plus un grand problème de santé publique majeur. La durabilité de la riposte au VIH exige 1. Plus de leadership manifeste aux autorités, plus de ressources matérielles et financières pérennes, j'insiste sur le mot pérenne, bien sécurisées et garanties sur le long terme, réparties équitablement et bien